Est-ce que tout le monde est prêt? Ok, très bien. Alors, regardez, aujourd'hui, on va reprendre ensemble la première partie du chapitre pharmacologie cardiovasculaire. Alors, on avait dit, pour pouvoir parler donc d'un système cardiovasculaire, il était très important de parler de notions et des composants de l'appareil cardiovasculaire. Alors, bien évidemment, donc on sait bien que le cœur est le moteur de la circulation sanguine. Donc, il est composé de deux parties. Alors, deux parties lesquelles? Vous avez ce qu'on appelle la circulation sanguine, et à ce moment-là, on va parler de petite et de grande circulation. Alors, vous allez vous dire quel est l'intérêt? Alors, l'intérêt de cette circulation sanguine, c'est de pouvoir apporter du dioxygène et des nutriments à toutes les cellules de l'organisme. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir parler tout d'abord de la grande circulation. Alors, regardez, j'avais mis ce qu'on appelle également circulation systémique. Alors, c'est quoi cette circulation? Alors, elle circule le sang qui est oxygéné, c'est-à-dire qui est enrichi en oxygène. Donc, le sang va partir du cœur vers les organes, les cellules de l'organisme. La petite circulation, quant à elle, elle concerne le sang, la circulation de sang qui est appauvrie en oxygène. Alors, ce sang sera envoyé vers les poumons par les artères pulmonaires. Il est réoxygéné, puis il retourne vers le corps par les veines pulmonaires. Alors, si tout le monde a bien distingué, regardez, on parle de deux mots-clés, petite et grande circulation, qui sont les deux composantes de la circulation sanguine. Pourquoi on parle de circulation sanguine? Parce que le cœur étant considéré comme un organe moteur de cette circulation, on parle également d'artères et de veines. Donc, si tout le monde se souvient, alors la différence entre artères et veines, alors les artères, ce sont alors l'ensemble des vaisseaux qui partent du cœur, contrairement à la notion de veine, ce sont les vaisseaux qui arrivent au cœur. Et bien évidemment, les capillaires, ils font la liaison entre les deux. C'est-à-dire, ils vont faire la jonction entre les deux réseaux, artères et veines. Alors, si on parle d'une pompe de sang, un moteur, on ne peut pas ne pas parler de deux notions qui sont la systole et la diastole. Pourquoi? Parce que si on parle d'une pompe, à ce moment-là, on a une circulation sanguine. Derrière cette circulation, on a des phases de contraction et de relâchement du corps. Alors, regardez. Donc, la systole, c'est quoi? C'est la phase du cycle cardiaque pendant laquelle, alors, ce que j'avais souligné encore, le myocarde se contracte. Alors, cette contraction, elle correspond à une éjection du sang. On peut parler de différents types de systole, notamment systole auriculaire, si on a une contraction des oreillettes, systole ventriculaire, si à ce moment-là, on a une contraction au niveau des ventricules. Alors, la diastole, quant à elle, elle correspond à une période de relâchement, ce qui est souligné également en gras du myocarde et qui correspond à un remplissage de sang, aussi bien des ventricules, mais également des oreillettes. Alors, les deux phases, si vous le distinguez bien, contraction ou relâchement, ces deux phases-là caractérisent le bruit cardiaque, ce qu'on verra dans la prochaine diapo. Alors, réellement, donc, on a un début de systole, la fin de la systole, avec un enchaînement de diastole. Parce que n'oubliez pas, vous avez contraction et relâchement. Contraction et relâchement, c'est ainsi que cette pompe va fonctionner. Alors,
regardez là. Alors, le bruit de cœur, il est marqué par un début de systole. Et le deuxième bruit, c'est la fin de cette systole et le début de la diastole. Donc, réellement, c'est quoi? Il correspond à des phases de contraction-relâchement, des phases d'éjection et de remplissage de sang. D'accord? Alors, à ce moment-là, si on parle de systole-diastole, on ne peut pas ne pas parler de pression systolique et de pression diastolique. Alors, j'avais noté ici, regardez, la pression artérielle passe par un maximum en systole. À ce moment-là, on va parler de pression systolique et un minimum de diastole. Et à ce moment-là, on va parler de pression diastolique. Alors, je vais revenir un peu en arrière. Alors, votre camarade, elle a une question. Alors, lequel qui est oxygéné? Alors, j'avais dit que la grande circulation, elle se caractérise par la circulation du sang oxygéné. D'accord? La petite circulation, c'est le sang qui est pauvre en oxygène. D'accord? Alors là, la différence, donc bien sûr, le sang, il va circuler à travers les artères et les veines. D'accord? Là, c'est juste la différence entre grande circulation et petite circulation. Donc là, vous avez donc les vaisseaux qui partent du cœur. À ce moment-là, il s'agit d'artères. Et ceux qui arrivent au cœur, il s'agit de veines. Mais le sang va circuler aussi bien à travers les artères qu'à travers les veines. D'accord? Alors, y a-t-il d'autres questions? Je continue? Ok. Donc, il n'y a pas de questions, je vais continuer. Et vous m'arrêtez à partir du moment où vous aurez des questions. Ok, très bien. Est-ce que c'est clair, Sarah? C'est bon? Je continue? Ok. Alors, regardez. Là, j'avais dit, si on parle de systole-diastole, on ne peut pas ne pas parler réellement de pression systolique et de pression diastolique. Alors, je vais venir à cela. Donc, imaginez ce qu'on avait dit jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on avait dit que le cœur, c'est un muscle qui va pomper le sang. Donc là, quel est l'intérêt? C'est de pouvoir donc, ramener l'oxygène et les nutriments à travers les veines et les artères jusqu'aux les autres organes, à travers donc jusqu'aux autres cellules de notre corps. Alors, maintenant, si on parle de pression artérielle, c'est quoi l'histoire de cette notion de pression artérielle? Réellement, cette pression, c'est quoi? C'est la mesure prise lorsque le ventricule gauche du cœur se contracte. Donc, vous avez une contraction de votre ventricule gauche et le sang, à ce moment-là, il est projeté vers les artères. Donc, imaginez tout au long du cheminement du sang à travers les artères, vous avez une certaine pression qui est exercée. D'où la terminologie ou la notion de pression artérielle. Alors, la pression artérielle, elle nous permet d'évaluer quoi? Alors, regardez, un premier point. ديليغي راك اللي كنت قال PDF. Je pense que tout le monde peut le voir. D'accord, très bien. Alors regardez. Donc on avait dit dans le cas où on a... Tout le monde m'entend très bien? Oui, madame. Allez, super. Alors, dans le cas où on a donc une hypertension, donc cela peut engendrer et peut être considéré comme étant un facteur pour déclencher d'autres pathologies. D'accord? Parce que tout est lié. Donc là, à savoir, par exemple, on a l'athérosclérose, l'insuffisance cardiaque, l'accident vasculaire cérébral. D'accord? Toutes ces pathologies peuvent être liées à l'hypertension.
Donc, d'où la nécessité qu'il y ait une régulation, que ce soit dans le cas où on a une augmentation de cette pression artérielle ou alors sa diminution. Alors, pour y remédier, on est obligé d'établir une régulation de cette pression. Alors, là, dans cette diapo que vous visionnez, donc j'ai mis donc l'importance, et j'ai souligné l'importance essentielle de deux hormones, l'ADH et l'aldostérone. Mais avant de parler de ces deux hormones, il est très important de parler des baromètres, d'accord, des barorécepteurs. Alors, n'oubliez pas, dans notre organisme, toute variation de la pression artérielle, elle est détectée par ce qu'on appelle des barorécepteurs. Il s'agit là de récepteurs sensoriels. Ces barorécepteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont transmettre l'information au système nerveux. On verra par la suite l'implication du système nerveux autonome dans la régulation de cette pression artérielle. Alors regardez. Donc là, de manière générale, si on parle de barorécepteurs, alors sachez que ces barorécepteurs, ce sont eux les capteurs. Mais on a également la présence de d'autres récepteurs qu'on appelle les volorécepteurs. Ça s'écrit comme ça se prononce. Alors, ces volorécepteurs, ils répondent à quoi? À une variation de volume sanguin. Donc, toute variation de volume sanguin, elle sera détectée par les volorécepteurs. Je vais vous donner un exemple. Supposons que vous avez une augmentation du volume sanguin. Cela correspondrait bien évidemment à une dilatation des parois artérielles. Donc, si on a cette augmentation de volume, cela va stimuler les volorécepteurs pour pouvoir réduire aussi bien le débit cardiaque que la pression artérielle. Il faut toujours qu'on suive certaines normes par rapport à notre organisme. D'accord? Donc, aussi bien le débit cardiaque que la pression artérielle doivent être normalisés. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait une augmentation, ni une diminution, mais juste une valeur normale. Alors, il existe également d'autres récepteurs qui sont impliqués dans la pression artérielle. Ce sont les chémorécepteurs. C'est CHEMO récepteurs, d'accord? Alors, ces chémorécepteurs, ils sont sensibles aux variations. Alors, de trois paramètres qui sont l'oxygène, le CO2 et le pH. Alors, si vous avez une diminution de la pression artérielle, donc cela va être caractérisé par quoi? Par alors une diminution de l'oxygène, une augmentation du CO2, une diminution du pH. À ce moment-là, l'organisme, il va donner l'alerte. Les récepteurs qui, eux, à leur tour, ils vont stimuler le centre vasomoteur pour pouvoir augmenter la pression artérielle et la remettre vers une valeur normale. D'accord? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le mécanisme d'action à moyen terme. Là, ce que j'ai mis dans la diapo, c'est le deuxième mécanisme. Il s'agit à ce moment-là du mécanisme d'action à moyen terme où on a la noradrénaline, l'adrénaline, le système rénine-angiotensine. Alors là, ce que je vous ai mis, c'est le système rénine-angiotensine-aldostérone. Alors j'ai souligné en premier lieu. Alors, ça va jusqu'à maintenant, je continue? Certains disent que si vous pouviez répéter. Alors, ok, oui, bien sûr. Alors, regardez, là, ce que j'ai mis dans la diapo, c'est une régulation qui est purement hormonale. Mais ce que je viens de citer, il existe un autre type d'autres mécanismes de régulation. À ce moment-là, on va parler de trois mécanismes. Le premier mécanisme, c'est un mécanisme d'action immédiate. Dans ce mécanisme-là, on va parler de barorécepteurs, de volorécepteurs et de chémorécepteurs. Je vais y revenir. Alors, le deuxième mécanisme qui est le mécanisme d'action à moyen terme, c'est là où va rentrer en jeu le système hormonal, le système rénine-angiotensine. D'accord? Et on a un troisième mécanisme qui est à long terme.
Alors, nous, on va s'intéresser aux deux premiers mécanismes. Alors, j'avais dit, ce premier mécanisme d'action immédiate, il fait intervenir trois types de récepteurs. Les barorécepteurs, donc j'avais dit dès le départ que les barorécepteurs, imaginez que ce sont vos capteurs. La machine, c'est comme une machine qui va détecter toute variation de la pression artérielle, c'est-à-dire elle augmente ou elle diminue. Ces barorécepteurs seront stimulés. C'est quoi leur rôle? C'est de pouvoir transmettre l'information au système nerveux. Parce qu'on verra par la suite le système nerveux autonome, comment il pourra réguler la pression artérielle. Ça, c'est le premier type de récepteur. Le deuxième, les volorécepteurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont détecter toute variation de volume sanguin. D'accord? Donc, si vous avez une augmentation ou une diminution de ce volume sanguin, on va avoir donc une stimulation des volorécepteurs. Alors, je vous avais donné l'exemple. Voilà, exactement. C'est vous qui êtes en train d'écrire, Adel. Très bien, volorécepteurs. Alors, ces volorécepteurs, si vous voulez, je peux les rédiger sur une page Word et vous les envoyer par mail. Il n'y a pas de souci. Alors, regardez, les volorécepteurs, si on a une augmentation de volume, donc cela explique une dilatation des parois. Donc, maintenez bien en tête, augmentation du volume sanguin implique dilatation des parois. Rajoutez une autre flèche, vous allez avoir une stimulation de vos volorécepteurs. Ce qui est normal, parce qu'on a une augmentation du volume. Pourquoi la stimulation des volorécepteurs? C'est pour pouvoir ramener le débit cardiaque et la pression artérielle à une valeur normale. C'est-à-dire, si on a une augmentation du volume, donc on a une augmentation de la pression artérielle et du débit cardiaque. Donc la stimulation des volorécepteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont entraîner une réduction, une diminution du débit cardiaque, mais également une diminution de la pression artérielle. Est-ce que ça va pour les volorécepteurs? Très bien. Alors, le troisième type, suivez attentivement avec moi, ce sont les chémorécepteurs. Alors, j'avais dit que ça s'écrivait C-H-E-M-O récepteurs. Chémorécepteurs, comme chymokine. Alors, ces chémorécepteurs, c'est quoi leur particularité? Ils sont sensibles aux variations de l'oxygène, du CO2, voilà très bien Adel, et du pH. Alors écrivez sensible aux variations de l'oxygène, du CO2 et du pH. Alors, imaginez, vous avez la pression artérielle qui a diminué. Cela sera quoi? Une diminution de l'oxygène, c'est-à-dire une diminution du O2, une augmentation du CO2 et une diminution du pH. Alors, je répète, j'avais dit, on a une pression artérielle qui est réduite, qui a diminué. Cela implique une diminution de l'oxygène, une augmentation du CO2 et une diminution du pH. À ce moment-là, les chémorécepteurs rentrent en scène. Ils seront stimulés et ils vont à leur tour stimuler le centre vasomoteur pour pouvoir augmenter la pression artérielle. Ça, ce sont les trois récepteurs qui sont impliqués dans le premier mécanisme, qui était le mécanisme d'action immédiate. Maintenant, je vais revenir au deuxième mécanisme, qui est le mécanisme d'action à moyen terme. C'est dans ce mécanisme-là où on va souligner le rôle de l'ADH et de l'aldostérone qui font partie du système rénine-angiotensine. Je continue, ça va jusqu'à maintenant? Oui, madame. Alors, il y en a ceux qui m'ont écrit non, il y en a qui ont écrit oui. Alors, est-ce que c'est clair déjà pour le premier mécanisme? Non, madame. Alors, c'est quoi votre question? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Là, j'avais parlé des trois types de récepteurs. C'est quoi votre question?
Alors, c'est quoi la question par rapport au premier mécanisme? Est-ce que c'est clair pour tout le monde la différence entre barorécepteur, volorécepteur et chémorécepteur? Alors, gardez en tête. Attendez. Alors, il faut que... Alors, votre question ne s'affiche pas chez moi. Essayez de la communiquer à Adel. Ils ont dit, est-ce que Oui. vous pourriez reprendre les chémorécepteurs, madame? Alors, les chémorécepteurs, voilà, regardez, hein, ils sont caractérisés par quoi? Ils sont très sensibles aux variations de l'oxygène, du CO2 et du pH. Alors, si je vous donne l'exemple d'un cas de figure où on a une diminution de la pression artérielle. D'accord? Alors, regardez, vous avez pression artérielle diminuée. Cela implique une diminution de l'oxygène, une augmentation du CO2 et une diminution du pH. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Voilà, très bien. Rajoutez encore, Adel, diminution du pH. Alors, j'avais dit diminution de l'oxygène, augmentation du CO2 et diminution du pH. À ce moment-là, diminution du pH. Voilà, très bien. Alors, à ce moment-là, les chémorécepteurs vont jouer leur rôle. D'accord? Parce que ils sont très sensibles à la variation de ces trois paramètres. Ces chémorécepteurs, une fois stimulés, ils vont stimuler le centre vasomoteur pour pouvoir augmenter la pression artérielle. Ça concernant les chémorécepteurs. Alors, j'ai vu une autre question de votre camarade où elle voulait que je reprenne les barorécepteurs. Les barorécepteurs, ils sont très simples à retenir. Gardez en tête, barorécepteurs capteurs. C'est-à-dire, ce sont des capteurs de toute variation de la pression artérielle. Non, chémorécepteur, Adel, écoutez, chémorécepteur, là, votre flèche, pression artérielle diminuée. D'accord? Lorsqu'elle diminue, on a diminution de l'oxygène, augmentation du CO2 et diminution du pH. D'accord? Mais une fois que les chémorécepteurs sont stimulés, on aura une augmentation de la pression artérielle. D'accord? Parce que n'oubliez pas, ce que j'ai dit avant, systole, diastole, contraction, relâchement. C'est quoi l'objectif ultime? On est en train de parler d'une pompe à sang. On est en train de parler de cœur. C'est de pouvoir approvisionner les cellules de votre organisme en oxygène. D'accord? Donc, si on a une réduction de la pression artérielle, il est tout à fait normal que votre oxygène sera réduit. À ce moment-là, les chémorécepteurs, ils vont être stimulés parce que eux, ils sont très sensibles à ces variations-là. Une fois qu'ils sont stimulés, ils ont la capacité d'augmenter la pression artérielle. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour les chémorécepteurs avant de reprendre les barorécepteurs? Ok, très bien. Alors regardez, les barorécepteurs, je vous ai dit, ils sont très simples. Ce sont des capteurs. Pourquoi? Parce que eux, ils sont sensibles à toute variation de la pression artérielle. C'est-à-dire, imaginez, vous avez une pression artérielle qui augmente ou qui diminue, ces barorécepteurs, ils seront stimulés. D'accord? C'est quoi leur rôle? C'est de pouvoir transmettre l'information au système nerveux. On verra la suite de quel type de système nerveux il s'agit dans les prochaines diapos. D'accord? Alors, dans la diapo que vous avez là devant vous, j'ai signalé le deuxième mécanisme, c'est-à-dire le système angiotensine, rénine-angiotensine. Alors là, ce qui est souligné, vous avez l'ADH et l'aldostérone. D'accord?
Donc, regardez ici. Alors, l'ADH, c'est antidiurétique hormonal qu'on peut appeler également vasopressine. D'accord? Souvenez-vous de cela. Alors, c'est quoi cet ADH? Alors, il faut savoir que l'ADH est un petit peptide, d'accord? Ce petit peptide, il est synthétisé où? Par les cellules neuroendocrines de l'hypothalamus. Donc, j'avais là mis produite par l'hypothalamus et agit sur le rein en augmentant la rétention d'eau. On va revenir à ce mécanisme. Alors, l'ADH, elle est sécrétée dès qu'on a une variation de pression artérielle, d'accord? Donc, elle est sécrétée comment? En réponse à un stimulus, via les barorécepteurs, dont on a parlé précédemment, mais également par l'angiotensine 2. Vous allez me dire, madame, d'où vient cette angiotensine 2? Attendez, c'est là où rentre en scène l'aldostérone. D'accord? Alors, regardez, vous avez jusqu'à maintenant ce qu'il faut retenir. Si vous avez une diminution du volume sanguin ou une diminution de la pression artérielle, alors si on parle de volume sanguin, on va parler de volumérécepteur. Si on va parler d'une réduction de la pression artérielle, on va parler de barorécepteur. À ce moment-là, on aura stimulation de la sécrétion d'ADH. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette ADH? Elle va favoriser la réabsorption d'eau dans l'organisme. Alors, vous allez me dire, madame, c'est clair pour l'ADH. Quel est le rôle, quel est le lien avec l'aldostérone? À ce moment-là, regardez. Alors, on va avoir, donc dès qu'on a une réduction de la pression artérielle, on va avoir une stimulation, une production ou une sécrétion de la rénine. La rénine, c'est quoi? C'est une enzyme d'origine rénale qui est stimulée par la baisse de la pression artérielle. Cette rénine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va transformer l'angiotensinogène en angiotensine 1. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Alors, qu'est-ce que je reprends? Je reprends dès le départ la rénine. Alors, ce que j'avais dit. Alors, regardez, j'ai une réduction, une diminution de la pression artérielle. Dès que j'ai cette diminution, j'ai une sécrétion, une stimulation de la rénine. J'ai dit que la rénine, alors c'est quoi? C'est une enzyme d'origine rénale dont la production est stimulée par la baisse de la pression artérielle. Donc regardez, dès que vous avez une diminution de la pression artérielle, vous avez sécrétion de la rénine. La rénine, qu'est-ce qu'elle va faire? Je vais essayer de vous envoyer le schéma, d'accord? Donc le par mail. Alors regardez, la rénine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va transformer l'angiotensinogène en angiotensine 1. C'est ça le rôle de la rénine. Maintenant, l'angiotensine 1 sera transformée en angiotensine 2. Comment? En faisant intervenir l'enzyme de conversion de l'angiotensine. C'est elle qui est responsable de la transformation de l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Est-ce que ça va à ce stade? Très bien. Alors, l'angiotensine 2, c'est ce qu'il faut retenir. Vous allez me dire, madame, c'est bon, on a pu obtenir l'angiotensine 2. Comment cette angiotensine 2, elle va pouvoir ramener la pression artérielle à une valeur normale, c'est-à-dire augmenter la pression artérielle? Cela va se faire selon 5 mécanismes. Alors, on va commencer par le premier. Le premier, c'est quoi? C'est la stimulation de la sécrétion de la vasopressine. On avait dit que l'ADH, il est sécrété soit en réponse à une stimulation, cette stimulation soit par les barorécepteurs ou alors par l'angiotensine 2.
C'est ce qu'on avait dit pour l'ADH. Alors l'angiotensine 2, effectivement, elle va stimuler la sécrétion de l'ADH au niveau de l'hypophyse. Et du coup, vous avez une augmentation de la rétention hydrique. C'est là où on avait dit que la rétention d'eau, c'est ça la rétention hydrique. Et du coup, vous avez une augmentation de la pression artérielle. Ça, c'est le premier mécanisme. Donc, vous avez angiotensine 2, stimulation de l'ADH, augmentation de la rétention hydrique, augmentation de la pression artérielle. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour ce mécanisme-là? Très bien. De toutes les façons, je vous enverrai le schéma. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Alors, le deuxième mécanisme, c'est quoi? Je vais avoir l'angiotensine 2 qui va activer la vasoconstriction des artérioles. À ce moment-là, vous allez me dire comment? Donc, si j'ai une stimulation de la vasoconstriction des artérioles, par comment? Par le relargage de la noradrénaline. Et ceci va provoquer une augmentation de la résistance périphérique totale, ce qui va nous mener vers une augmentation de la pression artérielle. Ça, c'est le deuxième mécanisme. Donc, imaginez ce qu'il y a à retenir. Angiotensine 2, vous avez donc un plus, va alors favoriser la vasoconstriction des artérioles. Donc, j'ai une augmentation, un relargage de la noradrénaline et j'ai une augmentation de la résistance périphérique. Et du coup, j'ai une augmentation de la pression artérielle. Ça, c'est pour le deuxième. Le troisième, l'angiotensine 2 va stimuler la sécrétion de l'aldostérone. C'est là où j'ai souligné l'importance de la deuxième hormone. Par quoi? Par les glandes surrénales. À ce moment-là, parce que j'avais mis, elle est fabriquée par le rein. Alors j'ai angiotensine 2, elle va stimuler la sécrétion de l'aldostérone. Et du coup, j'ai une augmentation de la rétention sodée. Et ce qui nous mène vers une augmentation de la pression artérielle. Alors, cette augmentation de la rétention sodée, elle va favoriser la réabsorption tubulaire du NaCl, c'est ça une augmentation de la rétention sodée, et du coup, je vais avoir une augmentation de la rétention hydrique et une augmentation de la pression artérielle. Le tout dernier mécanisme, c'est quoi? L'angiotensine 2 va stimuler le système sympathique, ce qu'on verra par la suite qui fait partie du système neuronal. Et du coup, j'ai une augmentation de la pression artérielle. Donc, pour résumer tout cela, vous avez votre angiotensine 2. Elle pourra soit stimuler la sécrétion d'aldostérone pour augmenter la pression artérielle, soit favoriser la vasoconstriction des artérioles et à ce moment-là mener vers une augmentation de la pression artérielle, stimuler la sécrétion de l'aldostérone et du coup augmenter la rétention sodée, augmenter la rétention hydrique et augmenter la pression artérielle. C'est ainsi que vous avez l'importance des deux hormones qui sont l'ADH et l'aldostérone dans l'augmentation de cette pression artérielle. Alors, pour résumer tout cela, alors passez à la diapo suivante. Regardez. Voilà, très bien, Adèle. Alors, vous avez une baisse de la tension artérielle, elle va s'accompagner de la sécrétion de la rénine. Donc, on a une stimulation du système rénine-angiotensine. Cette rénine va transformer l'angiotensinogène en angiotensine. Donc, cela va avoir principalement de réponse une vasoconstriction et une sécrétion d'aldostérone, ce qui va mener vers une augmentation de la tension ou de cette pression artérielle. Comment? Par une augmentation de la rétention d'eau et de la rétention sodique. Donc, j'ai mis par rétention d'eau et de Na. D'accord?
Donc ça, c'est pour résumer ce que je viens de dire comme régulation hormonale dans la diapo précédente. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Très bien. Alors, allez-y vers la diapo suivante. Alors, ici, n'oubliez pas, on n'a pas cessé de parler de 3 mots-clés. On avait parlé de pompe. Donc, si on parle de pompe, on va parler de circulation sanguine. On va parler de éjection et de remplissage des ventricules par le sang. Et on va parler donc de contraction du myocarde. Alors, n'oubliez pas, avant tout, cette contraction du myocarde, elle est provoquée par les impulsions électriques. J'avais mis là dans la diapo, ces impulsions électriques sont déclenchées par les cellules automatiques situées dans les cellules nodales. Alors, je m'explique. Regardez. Gardez en tête que ces cellules nodales, ils sont responsables des impulsions cardiaques. Et qui dit impulsion cardiaque, dit comme conséquence une contraction myocardique. Donc, regardez, vous avez votre diagramme, cellule nodale, impulsion cardiaque, contraction myocardique. Ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que ça va? Alors, ce que j'avais dit, regardez, j'avais dit, alors, cellules nodales sont responsables des impulsions cardiaques, entraînant une contraction myocardique. C'est-à-dire, vous avez vos cellules nodales ce sont elles qui sont responsables de cette impulsion électrique, de cette charge électrique dans le cœur. Ce qui explique les phénomènes de contraction myocardique. Parce que n'oubliez pas, on est en train de parler des phases du cœur, on est en train de parler de contraction-relâchement. Alors, pour qu'il y ait une contraction, cela est boosté par une impulsion électrique. Qui est responsable de cette impulsion électrique? C'est les cellules nodales. D'accord? Alors, ces cellules nodales, donc j'avais mis chaque cellule nodale est polarisée. C'est-à-dire qu'il existe une charge électrique à l'intérieur de la cellule. C'est ce que je viens de dire. Alors, cette cellule, elle passe par des stades de polarisation, dépolarisation, repolarisation. Alors, si vous vous souvenez bien, lorsqu'on faisait le CG, l'électrocardiogramme, on avait toujours, donc, on obtenait une courbe, donc vous avez une diminution, augmentation, diminution, ce qu'on appelait le potentiel d'action. Donc ça, ce sont les phases de polarisation, dépolarisation, repolarisation. Alors, regardez, ce qu'on est en train de dire, que la stimulation électrique, elle est responsable de la contraction myocardique. Cette stimulation électrique, qui est réellement qu'une impulsion cardiaque, est due à la présence des cellules nodales. C'est tout ce qu'il y a à retenir à travers sa diapo. Est-ce que c'est clair pour tout le monde avant de basculer vers la prochaine diapo? Très bien. Alors, passez vers la prochaine diapo. Alors, on avait parlé de cellules nodales, impulsion cardiaque, contraction myocardique. Alors regardez, on est en train de parler réellement d'une stimulation électrique. Cette stimulation, elle doit être contrôlée par ce qu'on appelle un système de conduction cardiaque. Ce système de conduction cardiaque, qui est la base d'un pompage effectif par le cœur. C'est-à-dire, si on n'a pas ce système de conduction cardiaque, le cœur ne peut pas pomper, ne peut pas jouer son rôle de pompage de sang. C'est-à-dire, regardez, vous avez votre stimulation électrique qui est contrôlée via le système de conduction. Et à ce moment-là, on va parler de 4 voies de conduction. Parce que ce système de conduction, il se compose de ces 4 voies. La première voie, c'est le nœud sinusal, le nœud auriculo-ventriculaire, le faisceau de His
et le réseau de Perkins. C'est-à-dire, lorsque je parle de stimulation électrique, imaginez que vous avez une centrale électrique. La centrale électrique, elle est toute l'électricité vers nos maisons. C'est la même chose, le cœur. Vous avez donc les différentes centrales, ce sont les voies de conduction et ce sont le nœud sinusal, le nœud auriculo-ventriculaire, le faisceau de His et le réseau de Perkins. Ces 4 voies, ils vont pouvoir donc donner une impulsion électrique pour que le cœur se contracte et on a le pompage du sang, d'accord? Parce que n'oubliez pas, on avait dit la stimulation électrique est contrôlée via le système de conduction, à travers ces 4 voies de conduction, qui est la base d'un pompage effectif de sang par le cœur. Et du coup, si j'ai mon cœur qui va jouer son rôle de pompe, les cellules de mon organisme, les cellules de mon corps seront approvisionnées en oxygène et en nutriments. Donc, vous regardez, tout est lié. Si j'ai une déficience au niveau d'un système, tout est lié. Donc, j'ai pompe, circulation sanguine, approvisionnement de corps en oxygène. À ce moment-là, ce sera une contraction du myocarde. Cette contraction du myocarde implique une impulsion cardiaque, c'est-à-dire une charge électrique. Cette charge électrique doit être contrôlée via un système de conduction. Et à ce moment-là, vous avez vos 4 voies de conduction. D'accord? Alors, ce que j'avais mis en bas, le centre de commande est le nœud sinusal. Je m'explique pourquoi. Parce que le nœud sinusal, il est considéré comme étant le pacemaker naturel de votre cœur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il initie tous les battements de cœur et il détermine la fréquence cardiaque. C'est-à-dire, si votre pacemaker, qui est le nœud sinusal, va mal fonctionner, vous allez avoir des troubles au niveau de la fréquence cardiaque. Votre cœur ne va pas battre normalement. Et n'oubliez pas que votre cœur au repos, il va battre à une fréquence variant de 60 à 80 battements par minute. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette partie? Alors, gardez en tête, si on parle d'automatisme cardiaque, on va parler donc d'une part de principalement raisonner cellules nodales. Si j'ai cellules nodales, je vais parler impulsion électrique. Si je vais parler du simulation ou impulsion électrique, je vais parler du système de conduction. À ce moment-là, ce sont les 4 voies de conduction à retenir. Pourquoi ce système de conduction? Pour que cette charge électrique permet au cœur de se contracter. Si j'ai une contraction du myocarde, j'ai un pompage du sang et à ce moment-là, les cellules de mon corps seront approvisionnées en oxygène et en nutriments. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour cette partie-là? Oui, madame. Ok, très bien. Alors, passons à la diapo suivante. Alors, cette On vous entend pas. diapo, j'ai essayé juste de souligner 2 petites remarques. La première, aux autres muscles, donc si je parle de corps, je vais parler de muscle cardiaque, je dirais que le muscle cardiaque n'est pas physiologiquement tétanisable, contrairement aux autres muscles. C'est-à-dire qu'il existe toujours une période réfractaire entre 2 contractions, ce qui est normal, parce que n'oubliez pas, depuis qu'on a commencé à parler de l'appareil cardiovasculaire, on n'a pas cessé de parler des phases du cycle cardiaque. Ce cycle cardiaque, c'est quoi? C'est les phases, c'est la systole diastole, c'est-à-dire contraction-relâchement, contraction-relâchement. C'est clair qu'entre 2 contractions, vous avez un relâchement du cœur. D'accord? C'est un cycle qui est continu.
Alors, la deuxième information, c'est que pour pouvoir visualiser l'activité électrique de votre cœur, vous allez faire appel à ce qu'on appelle l'électrocardiogramme. D'accord? Et je vais essayer de vous envoyer une vidéo qui va vous expliquer d'une part, alors, les différentes phases de l'électrocardiogramme et d'autre part, le prochain système dont on va parler, qui est le système neurovégétatif. Est-ce que ça va pour cette diapo? Ok, très bien. Alors, regardez. Là, la prochaine diapo. Alors, dans cette diapo-là, alors n'oubliez pas, on n'a pas cessé de parler de cette pression artérielle, l'implication du système neuronal, et je vous avais dit à un certain moment que les barorécepteurs transmettaient le signal au système nerveux. C'est là où se retrouve votre réponse. C'est quoi ce système nerveux? C'est le système neurovégétatif, c'est votre système nerveux autonome. Alors, ce que j'avais mis au début, j'ai mis que le rôle de la pompe cardiaque est d'assurer un débit sanguin. On n'a pas cessé de parler de pompe. Répondant en toutes circonstances aux besoins en oxygène de l'organisme. C'est ça l'objectif. Alors, la régulation du débit en fonction des besoins est sous la dépendance du système neurovégétatif, qui est appelé également le système nerveux autonome. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai le message vers ce système nerveux autonome? Ce sont les barorécepteurs. Alors, de quoi est composé le système nerveux autonome? Alors, regardez, on distingue deux systèmes antagonistes. Mais ces systèmes antagonistes, ils ne sont réellement que complémentaires. Je m'explique. Le premier système sympathique, c'est quoi? Alors, c'est un système qui est considéré comme étant cardio-accélérateur. C'est le système sympathique. C'est-à-dire, si j'ai une diminution de la pression artérielle, je vais avoir la stimulation des nerfs sympathiques. Le deuxième système, qu'on peut nommer également cardio-modérateur. Pourquoi? Parce qu'il va jouer le rôle de frein. Si j'ai une augmentation de ma pression artérielle ou de ma tension artérielle, le système parasympathique, les nerfs parasympathiques, ils seront stimulés. Et bien sûr, pourquoi je dis que les deux systèmes sont complémentaires? Parce que l'un accélère, l'autre ralentit. Accélération, ralentissement. Alors j'ai mis en bas de la diapo, le système sympathique augmente le débit cardiaque en cas d'effort ou de stress. En dehors de ces circonstances, le parasympathique freine en permanence. D'où la complémentarité entre les deux. Est-ce que ça va pour cette diapo? Est-ce que je passe à la diapo suivante? Il y a une question. Oui. C'est quoi la relation entre le barorécepteur et le système végétatif, please? D'accord, très bien. Donc, regardez, c'est très simple. Vous avez, dans le cas où j'ai une diminution de la pression artérielle, ou une augmentation, d'accord? Donc, toute variation de la pression artérielle, j'aurai une stimulation des barorécepteurs. On avait dit que les barorécepteurs étaient les capteurs, étaient très sensibles à la variation de la pression artérielle. Si on parle de variation, de même dans le sens de l'augmentation ou de la diminution. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors, les barorécepteurs, une fois qu'ils sont stimulés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont transmettre le message au système nerveux autonome pour lui dire « Écoutez, allô, il y a une variation de la pression artérielle. Vous devriez intervenir. » D'accord? Donc, c'est à ce moment-là où les deux systèmes antagonistes vont jouer leur rôle, au dépend du cas de figure. Parce que si j'ai une augmentation de la pression artérielle, je vais avoir l'activation du système parasympathique. Si j'ai une diminution de la pression artérielle,
c'est le système sympathique qui sera activé. Pourquoi? Parce que le système sympathique, c'est un cardio, il est considéré comme étant cardio-accélérateur, et le système parasympathique, c'est un cardio-modérateur. Il va jouer le rôle de frein. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? La relation entre barorécepteur, système nerveux autonome, système sympathique, système parasympathique. Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors, passez à la prochaine diapo. On verra en détail la différence entre les deux systèmes et comment ils vont agir. Alors, dans cette diapo-là, on va commencer par le système sympathique. Alors, le système sympathique, il agit par la libération de la noradrénaline. Contrairement au système parasympathique qu'on verra dans la prochaine diapo, vous allez avoir libération de l'acétylcholine. Alors, vous avez l'activation des nerfs sympathiques est caractérisée par sécrétion de noradrénaline. Alors, c'est quoi son rôle? Là, j'ai fait le listing des différentes activités de ce système. Alors, il est impliqué dans la tachycardie. Il est responsable de l'augmentation de la vitesse d'éjection. Si on parle augmentation de la vitesse d'éjection, qui dit éjection de sang, dit contraction et dit systole. D'accord? Donc là, augmentation de contractilité, augmentation de la vitesse de diffusion de l'influx, d'où une meilleure synchronisation. Donc, si j'ai une augmentation de la vitesse d'éjection, c'est clair que j'ai une augmentation de l'influx sanguin. D'accord? Alors, contrôle de variation du diamètre des vaisseaux. Parce que n'oubliez pas, si vous avez un rétrécissement donc, du diamètre du vaisseau, ce n'est pas en faveur d'une bonne pression artérielle. Alors, ce que j'avais souligné en bas. Alors, Madame, dès que vous avez... oui. Il y a une question, ils ont demandé qu'est-ce Oui. que c'est la tachycardie. Alors, la tachycardie, c'est une augmentation du rythme cardiaque. Une accélération du rythme cardiaque. D'accord? Alors, regardez, les fibres du système sympathique sont réparties aux oreillettes et au ventricule et aboutissent à des récepteurs situés sur les cellules myocardiaques et dans les parois vasculaires. Donc, au niveau de ces parois, mais également ces cellules, on a présence de récepteurs alpha et bêta. Et c'est au niveau de ces récepteurs-là que vous allez avoir la fixation de votre neurotransmetteur qui est la noradrénaline. Donc, ce que vous devriez retenir, système sympathique, noradrénaline. Alors, à travers la diapo suivante, vous allez mieux comprendre. Alors, regardez avec moi. À partir du moment où vous avez une diminution de la fréquence cardiaque, l'alarme va sonner au niveau des nerfs du système sympathique. Donc, ce système sympathique est activé. S'il est activé, que va-t-il se passer? Il y aura une sécrétion de la noradrénaline. Cette noradrénaline va se fixer au niveau des récepteurs alpha et bêta. Et on aura comme réponse une augmentation de la fréquence cardiaque, c'est-à-dire on va la ramener vers une valeur normale. D'accord? Donc vous voyez pourquoi on considère que le système sympathique est un système accélérateur. Alors, maintenant, on va au parasympathique. Il y a des questions par rapport au système sympathique. Y a-t-il des questions pour le système sympathique? Ok, très bien. Allez, super. Alors, la prochaine diapo. Alors,
regardez, là, il s'agit du système parasympathique. Il va agir comment? Par la libération d'acétylcholine. Alors, regardez, si on revient en arrière, le système sympathique, on avait parlé de l'adrénaline. Alors, sa principale action, ce système parasympathique, freiner en permanence. C'est-à-dire, dans le cas où vous allez avoir une augmentation de votre tension artérielle, le système parasympathique sera activé pour pouvoir ralentir cette pression. Alors, ce que j'avais mis, les fibres de ce système sont également localisées au niveau du cœur. Alors, ce système emprunte le trajet du nerf pneumogastrique, également appelé le nerf vague. Et je suppose que vous avez déjà entendu parler du malaise vagal. Alors, c'est quoi ce malaise-là? Alors, lorsque vous ressentez une émotion intense, vous avez votre fréquence cardiaque et votre tension artérielle qui va augmenter. Alors, si j'ai une augmentation de ces deux paramètres, qui sont la fréquence cardiaque et la tension artérielle, mon système parasympathique sera activé. S'il est activé, je vais avoir la sécrétion d'acétylcholine. Cette acétylcholine va baisser la fréquence cardiaque et la tension artérielle de manière très rapide et brutale, que chez certaines personnes, ils vont perdre connaissance. D'où on va parler de malaise vagal, c'est-à-dire ce changement, cette baisse rapide de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle. Si on a une perte de connaissance chez cet individu, à ce moment-là, on va parler de malaise vagal. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, le malaise vagal? Oui, madame. Ok, alors, allons vers la prochaine diapo. Alors, la prochaine diapo, elle va résumer tout ce qu'on avait dit par rapport au système parasympathique. Alors, j'ai mis émotion intense. Cela s'accompagnera d'une augmentation de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle. Du coup, stimulation du système parasympathique, sécrétion d'acétylcholine et du coup, diminution de la fréquence et de la tension artérielle. Donc, ce que vous devriez retenir, c'est que le système, aussi bien le système sympathique que parasympathique, ce sont deux systèmes antagonistes, mais qui sont complémentaires. Pourquoi? Parce que dès que j'ai donc le message arrive au système nerveux autonome, disons qu'il y a une réduction de la pression artérielle, le système sympathique va rentrer en scène. Mais si j'ai une augmentation de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle, ce n'est pas le système sympathique qui sera activé, mais plutôt le système parasympathique. Chaque système implique la libération de neurotransmetteurs qui sont différents et qui vont agir réciproquement sur le récepteur spécifique afin de rétablir une valeur normale de la tension ou de la fréquence artérielle, la tension artérielle ou de la fréquence cardiaque. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce système nerveux autonome? Ok, très bien. Alors regardez, ce qu'on va faire, j'ai essayé de télécharger pour vous une vidéo qui va illustrer à travers un schéma la complémentarité existante entre les deux systèmes. D'accord? C'était une petite vidéo de 3 minutes. Alors, ce qu'on va faire, je vais essayer de vous envoyer par mail, d'accord? Aussi bien le schéma qui va résumer l'implication du système rénine-angiotensine dans la régulation de la pression artérielle, mais également la petite vidéo qui va parler, qui va illustrer la complémentarité existante entre le système sympathique et parasympathique. Est-ce que ça vous va? Il y a une question, madame. Pourquoi on l'appelle un système autonome?
C'est un système autonome parce qu'il fait impliquer, c'est un système qui n'a pas besoin d'une activation, d'accord? Il n'a pas besoin d'une stimulation. C'est un message qui est transmis via les barorécepteurs pour qu'il y ait activation du système sympathique ou parasympathique. Merci, madame. Et il y a une question, elle a demandé, est-ce qu'il y aura la vidéo de l'électrocardiogramme? Je pense que dans la même vidéo où il y a la complémentarité entre les deux systèmes sympathiques parasympathiques, je pense qu'elle englobe l'électrocardiogramme. En tout cas, je vais essayer de voir. Si l'électrocardiogramme ne figure pas, je vais vous envoyer un autre lien concernant l'électrocardiogramme. Ça vous va? Il y a une autre question Oui. qui demande où sont localisés les... Attendez, j'ai perdu le message. Les récepteurs. Oui. Alors, les récepteurs, pour les deux neurotransmetteurs, il s'agit de récepteurs, parce que n'oubliez pas, on est en train de parler de cœur. Alors, on va pas s'intéresser à, il peut avoir pour les mêmes neurotransmetteurs des récepteurs dans d'autres organes, mais là, on est en train de parler du myocarde. C'est-à-dire, ce sont des récepteurs qui sont retrouvés aussi bien dans le muscle cardiaque, mais également au niveau des artères. D'accord? C'est ce que j'avais signalé auparavant. Alors, si je reviens un peu en arrière, oui, j'avais dit sur les cellules myocardiques et vasculaires. Oui. Il a demandé la localisation des barorécepteurs. Les barorécepteurs, ce sont des récepteurs sensoriels. Alors, les barorécepteurs, où est-ce que vous allez les retrouver? Vous les retrouvez au niveau des artères et des carotides. D'accord? Les volorécepteurs, vous les retrouvez au niveau donc des parois, toujours des artères, mais qui vont détecter, donc ils font partie du système à basse pression. Mais là, il s'agit toujours des récepteurs qu'on retrouve au niveau de l'aorte et de la carotide. D'accord? Donc, ils sont situés au niveau des artères. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, madame, merci. Il y a une autre question encore. Oui. Ils ont demandé s'il y a un message à partir de parasympathique et sympathique. Pourquoi on parle d'autonomie? Parce qu'il y a une stimulation d'un côté. Alors, n'oubliez pas, vous avez une stimulation, mais est-ce qu'il s'agit d'une stimulation neuronale? Parce que c'est ce qu'on va essayer de voir dans la neuropharmacologie. Là, dans le cœur, on est en train de parler de système de conduction électrique cardiaque, d'accord? Donc, c'est vrai, il y a une transmission du message, mais c'est pas un message neuronal. D'accord? D'accord, madame. Et il y a une autre question. Qu'est-ce qu'une carotide? Alors là, essayez de revenir un peu vers l'anatomie. Quand même, vous exagérez. Essayez de chercher. Alors, essayez de voir la différence entre les deux ventricules, parce que vous avez, ça c'est l'anatomie, c'est la structure, c'est l'ultrastructure du cœur, où vous allez pouvoir visionner. Alors, c'est quoi l'aorte, c'est quoi la carotide? Parce que là, il faut un schéma de la structure du cœur. D'accord? Le ventricule gauche, ce qu'on appelle l'atrium, tout ça qui font partie du cœur, c'est l'anatomie du cœur, d'accord? Donc quand même faites l'effort d'aller vers la structure du cœur pour pouvoir voir où est-ce que se situe votre aorte, où est-ce qu'elle se situe la carotide. D'accord? Donc on est censé être complémentaires comme le système nerveux autonome. Alors faites votre petite recherche concernant l'anatomie ou l'ultrastructure du cœur. Madame, il y a une autre question. Ils veulent la notion de vasomoteur. Alors, vasomoteur. Alors, comment on va dire vasomoteur?
Alors j'avais dit, alors là où j'ai parlé de vasomoteur, lorsque j'avais parlé de vasoconstruction, d'accord? Alors c'est quoi une vasoconstruction? Ça implique quoi? La vasoconstruction? Contraction des muscles, non? Muscles du cœur, non? C'est ça? On n'est pas en train de parler de contraction. La vasoconstruction, c'est par rapport aux artères. Alors, si je vais parler de vasoconstruction, qu'est-ce que cela signifie? Les artères, elles vont se contracter, du coup, il y aura une plus grande pression artérielle, c'est ça? Si on a une contraction, est-ce qu'au niveau des artères, on va parler uniquement que de contraction? Les artères vont faire que se contracter. Non, elles vont se contracter et se relâcher, logiquement, c'est ça. Très bien. Donc, d'où la notion de vasomoteur qui est relatif à la dilatation et à la contraction des vaisseaux. Donc, dilatation, contraction, c'est ça le système ou ce qu'on appelle vasomoteur. Donc, d'autres questions? Ils ont posé la question, le système nerveux végétatif est-il le troisième système de régulation à long terme? Non, je dirais pas que c'est le troisième, hein, parce que le troisième, je pense, si mes souvenirs sont bons, le troisième, ça va être une réponse ischémique centrale. Donc, c'est l'implication de la réponse par rapport à l'hémorragie et tout. Mais je peux vous envoyer, si vous voulez plus de détails par rapport au troisième mécanisme à long terme, je peux vous envoyer cela. D'accord? Parce que personnellement, je me suis focalisée sur les deux systèmes en relation avec ce que j'ai mis en diapo, qui sont les deux principaux mécanismes. Parce que n'oubliez pas, le système donc ce système neuronal, il fait partie du deuxième mécanisme. Parce que si on parle d'une régulation de la pression artérielle impliquant le système hormonal, mais également le système nerveux. Parce que n'oubliez pas, lorsque je vous ai parlé donc du schéma du système rénine-angiotensine-aldostérone, on avait dit à un certain moment que l'angiotensine 2, donc comment elle pouvait augmenter la pression artérielle en activant, en stimulant le système sympathique pour pouvoir augmenter la pression artérielle. Donc on est toujours dans le deuxième mécanisme. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, madame. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut aller vers la prochaine diapo? Madame. Merci. Alors, dans cette diapo-là, regardez. Alors, c'est la conclusion, exactement. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir? Alors, là, l'information que je voudrais vous donner et qu'il y a lieu de souligner est que le système cardiovasculaire, il fonctionne parallèlement avec d'autres systèmes, notamment le système hépatique, respiratoire, rénal, système nerveux et système hormonal. C'est-à-dire, si vous avez un dysfonctionnement de l'un de ces systèmes que je viens de citer, vous allez avoir des conséquences et un dysfonctionnement du système cardiovasculaire. Donc, imaginez que vous avez un réseau. Il suffit que l'un des systèmes soit atteint, il y aura des conséquences qui vont se répercuter sur votre système cardiovasculaire. Alors, les composants, les principaux acteurs de ce système, j'avais souligné en haut le tissu nodal. On avait dit cellule nodale implique alors impulsion cardiaque et implique contraction myocardique. Qui dit contraction myocardique dit pompage du sang. Qui dit pompage du sang par le cœur dit approvisionnement du corps en oxygène et en nutriments. Le deuxième acteur, le système sympathique et parasympathique, qui joue le rôle par rapport à la régulation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. L'un est accélérateur et l'autre
et cardio-modérateur, donc il va jouer le rôle de frein, ils sont complémentaires, mais également de la régulation hormonale, où les hormones vont jouer un rôle important dans la régulation de votre pression artérielle. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Logiquement, oui. Il n'y a pas de question. Alors, je vais essayer de poser des questions et essayer de répondre. Là, je vous pose une question, Adel. Est-ce que vous êtes le seul qui peut parler? Les autres, parce que vous êtes le seul que j'entends. Je crois qu'il y en a qui peuvent faire, oui. D'accord. Alors, je vais essayer de poser. Donc, on va essayer. Donc, je vous invite à jouer un petit jeu avec moi. Ce sera un jeu de mots pour voir éventuellement est-ce que tout le monde a pu suivre. C'est-à-dire, je vais vous donner un mot, un terme, et vous allez me dire le premier mot qui vous vient en tête. Alors, si je vous dis système cardiovasculaire, Pour le moment, il n'y a rien sur le chat. donc je ne sais pas s'ils arrivent à parler ou non. Non, ça fait rien, je vais répondre à leur place s'ils écrivent. Allez, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire, on peut laisser cela une fois qu'on fera une révision du cours à la reprise. Il y a une réponse. Donc, Pardon, il y a une réponse. Il y a une personne qui a dit systole, distole, diastole. Systole, diastole. Ok, comme on peut dire cœur, pompe, sang. D'accord? Alors, si je vais dire automatisme cardiaque. Système sympathique et parasympathique. Non, c'est la Non, vasoconstriction. automatisme cardiaque. Vasoconstriction. Cellule nodale. Cellule nodale. Très bien. Baya qui a dit cellule nodale. Voilà. Voilà. Donc, n'oubliez pas, automatisme cardiaque, vous avez cellule nodale, impulsion cardiaque, contraction myocardique. D'accord? Bien sûr, vous pouvez parler de système de conduction, vous pouvez parler de nœud sinusal, c'est toujours correct. D'accord? Maintenant, si je vais dire artère. C'est vasoconstriction. Hein. Vasoconstriction, d'accord. Comme je peux avoir une vasodilatation. Comme je peux dire vaisseau partant du cœur. D'accord? Si je vais dire capillaire. Transport de l'oxygène. Le sang. Capillaire. Veine, du sang. Il y a des réponses. Capillaire, oui, c'est correct de parler de veine parce que réellement, c'est votre lien, c'est votre passerelle. D'accord? C'est votre pont qui va lier artère à veine. D'accord? C'est très bien. Le lien entre les veines et les artères. Très bien. Alors, si je vais dire ADH. Hormone, là. J'ai pas entendu, Adel. Hormone. ADH, hormone. Oui. Elle a dit rétention d'eau. Rétention d'eau. Très bien. ADH, rétention d'eau, augmentation de la pression. Donc là, déjà, si vous avez une diminution de la pression artérielle, on aura stimulation, sécrétion d'ADH. D'accord? Si je vais dire aldostérone. C'est le rein, aldostérone. Aldostérone, rein. Et quoi d'autre? Augmentation du sodium, Na. Du sodium, très bien, mais c'est également de la rétention d'eau. Augmentation de la rétention d'eau. Très bien. Donc, je pense que, oui. Il y en a qui disent augmentation de la pression artérielle. Oh, très bien, oui, c'est toujours correct, parce que n'oubliez pas, vous avez plusieurs puzzles qui mènent vers une réponse commune qui nous intéresse, qui est notre objectif, c'est d'augmenter la pression artérielle suite à sa diminution. D'accord? Donc, je pense que la majorité, ils ont saisi la base de l'appareil cardiovasculaire, mais n'oubliez pas,
si on parle d'un système cardiovasculaire, sa caractérisation ne se limite pas uniquement aux détails, aux acteurs qui composent cet appareil-là. Mais il est très important également de parler des pathologies. Pourquoi? Parce que tout dysfonctionnement d'un système au niveau de cet appareil déclenchera une pathologie liée au système cardiovasculaire. Qui dit pathologie dit mécanisme d'action pour pouvoir comprendre cette pathologie. Et parallèlement, dit traitement pour pouvoir y remédier ou corriger cette altération ou cette déficience. Alors, à ce moment-là, donc passez pas la prochaine diapo, celle qui suit. Parce que la prochaine diapo, ce sont des informations de culture générale. Voilà, c'est de la culture générale à connaître de tous. Alors, là, dans cette diapo-là, j'avais mis traitement des troubles de l'hémostase. Alors, n'oubliez pas que lorsqu'on parle de traitement cardiovasculaire, on ne va pas parler uniquement de traitement des troubles d'hémostase. Il y a les vasodilatateurs, les inhibiteurs calciques, les antihypertenseurs. Vous avez toute une classe pharmacologique de médicaments qui sont impliqués dans le traitement des pathologies cardiovasculaires. Alors moi ici, je vais donner un exemple de traitement d'hémostase. Alors, regardez, là vous avez deux types, les médicaments antithrombotiques et les médicaments hémostatiques. Alors j'avais orienté la flèche des médicaments antithrombotiques vers le risque de thrombose dans le cas de problèmes d'hypercoagulation, et le deuxième type de médicament dans le cas où on a un risque d'hémorragie, et cela soit suite à un problème de fibrinolyse ou de coagulation insuffisante. Alors à ce moment-là, je vais vous inviter à faire un voyage dans le passé, là où on va parler d'hémostase. Alors souvenez-vous, lorsque vous avez parlé d'hémostase, vous avez parlé des 3 phases en L3. Il y avait l'agrégation plaquettaire, il y avait la coagulation sanguine, et il y avait la fibrinolyse. Donc ce sont les 3 principaux phases qui caractérisent l'hémostase. Alors, regardez dans la prochaine diapo. Les médicaments antithrombotiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est quoi leur rôle? Ils vont accélérer la dissolution des cailloux intravasculaires ou freinent leur formation. C'est-à-dire, chez des personnes qui sont susceptibles d'avoir un infarctus du myocarde, embolie pulmonaire, les BID, certains AVC, ce sont certaines pathologies cardiovasculaires qu'on verra en détail en TD. Alors, à ce moment-là, on va utiliser les médicaments antithrombotiques. C'est quoi le rôle? Ils vont soit dissoudre le caillou, parce qu'on est en train de parler de thrombose, ou alors réduire la vitesse de leur formation. Alors, quels sont les mécanismes qui sont mis en jeu? Et principalement, c'est ce qu'il y a à retenir, parce que vous allez voir par la suite, je vous ai pris détaillé sa pharmacocinétique, sa pharmacodynamisme, ses effets indésirables, ses indications, etc. Mais ce qui a lieu, ça, je les ai mis comme ça à connaître, mais ce que vous devriez retenir, c'est ça. C'est le mécanisme d'action lorsqu'on parle de médicaments antithrombotiques. Alors là, vous avez 3 types. Les antiagrégants, donc soit ce sont des antagonistes, c'est-à-dire des inhibiteurs des récepteurs plaquettaires. Là, ce que j'ai mis, le GP2B3A, c'est le récepteur du fibrinogène, d'accord, qui se retrouve au niveau des plaquettes. Et j'ai mis comme anti-agrégant l'aspirine. Alors, l'aspirine, ce n'est pas un inhibiteur des récepteurs plaquettaires, mais il va inhiber la COX, qui est une enzyme impliquée dans le métabolisme de l'acide arachidonique, qui va permettre d'avoir la sécrétion ou la libération de thromboxane A2, d'accord, qui est lui, quant à lui, impliqué, ou l'un des agonistes impliqués dans l'activation de l'agrégation plaquettaire. Alors, regardez, les anti-agrégants, j'ai donné 2 exemples. Alors, inhibiteur du antagoniste GP2B3A et aspirine. Les anticoagulants, l'héparine, je pense que tout le monde connaît l'héparine.
et les antivitamines K. Parce que là, soit on va inhiber carrément le facteur de coagulation en lui-même, soit on va inhiber sa synthèse. Parce que si on parle de cascade de coagulation, ça va impliquer des facteurs de coagulation qui vont rentrer en jeu et qui vont mener vers la formation de cailloux sanguins. Alors, les thrombolytiques, si on a une thrombose installée, à ce moment-là, ce sont les urokinases, ce sont les activateurs de plasminogènes. Alors, si je passe vers les médicaments hémostatiques, à ce moment-là, on avait parlé dans le cas de risque d'hémorragie. Donc, regardez, c'est quoi le rôle, le but? Il contribue à arrêter une hémorragie ou à corriger un déficit de l'hémostase, tel qu'est le cas de l'hémophilie. Alors, à ce moment-là, le mécanisme, soit inhiber la fibrinolyse, qui est la dernière étape de l'hémostase. Donc, on va utiliser des antifibrinolytiques, donc des inhibiteurs de cette phase-là de la fibrinolyse, soit on va utiliser des stimulateurs de l'hémostase, tels que les inducteurs du facteur de von Willebrand. D'accord? Alors, donc, si on revient aux trois classes, vous avez les anticoagulants, les antiagrégants plaquettaires, les thrombolytiques. Alors, ce que j'ai fait par la suite, je vous ai fait toute la liste. Alors, regardez là. Si on prend un exemple des anticoagulants, vous en avez plein. Alors, vous avez les antivitamines K qui sont nommés AVK, les héparines à basse poids moléculaire, les héparines, les analogues à l'héparine. Alors, si vous allez déduire par vous-même et si vous avez jeté un coup d'œil sur le document que je vous ai envoyé, vous allez retrouver que chacun, j'ai mis l'indication, l'effet indésirable, pharmacocinétique, etc. C'est à connaître. D'accord? Donc, la même chose pour les anti-agrégants plaquettaires. Les anti-agrégants plaquettaires, bien sûr, vous n'avez pas que l'aspirine. Il y a également d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'ibuprofène. On a les inhibiteurs de la fixation de l'ADP tels que ticlopidine. Donc, on ne va pas se focaliser que sur un seul récepteur. Et j'ai donné aussi quelques exemples de thrombolytiques. Donc, ça, c'est à connaître un exemple aux deux. Alors, pour la suite, ce que vous allez me faire, alors vous allez me les envoyer par mail. D'accord? À travers vos délégués. Vous allez me faire un tableau. Dans le tableau, vous allez m'écrire les principales classes. Alors, dans ces classes-là, vous allez mettre quelques exemples de chaque classe, les différentes voies d'administration, l'indication et effet indésirable. Alors, voie d'administration, indication, effet indésirable. Tout cela dans un diapo. Pardon, vous allez nous envoyer un exemple du tableau à remplir ou c'est nous? Il n'y a pas de souci, je peux vous l'envoyer, vous pouvez le remplir, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, c'est juste comme ça, vous allez avoir une culture, une connaissance des données complémentaires. Parce que n'oubliez pas, moi, ce qui m'importe dans tout cela, ce qu'on verra en TD en détail, c'est le mécanisme d'action. Comment cet inhibiteur, il va jouer son rôle par rapport à une pathologie donnée. Moi, je ne vais pas vous juger sur l'indication. Vous n'êtes pas des médecins ou des pharmaciens. Je ne vais pas vous juger sur l'indication. Mais je voudrais bien que vous ayez un tableau que je corrigerai. D'accord? Qu'on essaiera de corriger ensemble de façon à avoir, sous forme d'un tableau, un résumé de la suite des diapos. Est-ce que ça vous va? Madame, il demande si c'est un travail individuel ou en binôme. Je préfère que ce soit individuel, mais si vous préférez en binôme, il n'y a pas de souci. Hein. Le plus important, il faut que chacun d'entre vous ait un prototype de tableau. De toutes les façons, toutes les données sont dans la diapositive, c'est-à-dire l'idéal que ce soit un travail personnel. Comme ça, vous allez garder votre propre tableau. Parce que vous avez toutes les données, c'est en se basant sur ces diapositives. Vous n'allez pas faire d'autres recherches. Alors, madame. Est-ce que c'est clair? Il y a une question. Madame, les trois classes, c'est par rapport au médoc antithrombotique. Oui, antithrombotique, oui. Non, elle a dit, est-ce que les trois classes, c'est par rapport aux médicaments antithrombotiques ou?
Oui, bien sûr. Les trois. Donc, si on parle de médicaments antithrombotiques, ils peuvent être des antiagrégants, ils peuvent être des anticoagulants, comme ils peuvent être des thrombolytiques. D'accord. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tous? Oui, madame, c'est clair. Oui. D'accord. J'ai une petite question. Est-ce que j'aimerais avoir votre avis sur éventuellement effectuer le TD via la plateforme Webex? Est-ce que déjà vous avez commencé par rapport aux autres modules? Est-ce que vous avez commencé les TD? Pas du tout, madame. On n'a pas fait de TD. Il y a tout le monde qui dit non. Alors, écoutez, ce que vous faites, continuez à m'envoyer. De toutes les façons, Adel, vous êtes le seul à m'envoyer les diapositives de l'exposé. D'accord? Donc, ce qu'on va faire pour que je puisse noter vos diapositives, au moins, on va essayer un peu de gagner du temps et avancer selon les moyens dont on dispose. Essayez de m'envoyer vos présentations chaque semaine. D'accord? Les présentations, prenez votre temps, travaillez efficacement, comme je l'ai déjà dit dans mon mail. D'accord? Donc, ne stressez pas, on va essayer d'aller tout doucement. Donc, essayez de m'envoyer votre rapport de maximum 10 à 20 pages et n'oubliez pas de rajouter les références. Mettez même les références dans vos diapos. Si vous allez éventuellement ramener un mécanisme ou un autre. D'accord, madame. D'accord. Alors, je vais m'arrêter à ce stade-là et la prochaine séance, on va essayer d'entamer, je pense que je vous l'ai déjà envoyé, les facteurs de risque cardiovasculaire. Madame, je vais le dire pour ceux qui ne savent pas. Alors, pour le Oui. plan, vous envoyez à vos délégués et on l'envoie à... Exactement, oui, parce que j'ai validé pas mal de plans. C'est-à-dire, ils envoient, s'ils ont des soucis, ils envoient le plan aux délégués et par la suite, les délégués vont me contacter pour que je valide le plan de travail. Madame, il y a une question. Quand est-ce qu'on vous Oui. remet le travail? Le tableau. Alors, écoutez, le tableau, prenez votre temps, il n'y a pas de souci. Prenez votre temps. Parce que ce sera un travail que vous allez garder à votre niveau. D'accord? Qu'on essaiera de voir ensemble une fois qu'il y aura la reprise, Inch'Allah. Non? D'accord? Madame, une autre Oui. question. Les exposés, allons-nous suivre un programme pour les données? Je préfère que vous suivez déjà l'ordre qu'on a déjà décidé auparavant, c'est-à-dire l'exposé 2, c'est le deuxième, le troisième, le troisième. Maintenant, si l'exposé 7, il a terminé sans PPT, il pourra toujours me l'envoyer, hein, parce que de toutes les façons, il ne s'agit pas de faire le TD sur la plateforme, on sera obligé de respecter une certaine chronologie. D'accord? Donc, celui qui termine sans PPT, il m'en fait part. Bon, merci beaucoup, madame. Je vous en prie. J'ai une question. Est-ce qu'il n'y a pas eu du tout de coupure de sang? Non? Depuis que vous avez commencé à parler. Très bien. Allez, super. Je suis contente. Très bien. Allez, beaucoup de courage et portez-vous bien. Beaucoup, madame. Prenez soin de vous. Allez.